Je m'appelle Jean-François Caron, je suis maire de Los-Angeles depuis 2001. J'ai aussi fait 4 mandats en région et j'étais vice-président de région, ce qui m'a amené à avoir une vision un peu macro d'une grosse collectivité et de l'autre côté, la vision du maire dans la mise en œuvre du quotidien. Donc la ville de Los-Angeles, elle fait à peu près 7000 habitants. C'est une ville ex-minière avec 9 puits de mine sur Los-Angeles, mais qui a encore une activité rurale très importante. Et tout s'est arrêté dans les années 80 puisque la mine s'est effondrée. Et donc c'est tout notre système qui s'est effondré, économique, social. La vie sociale des mines, c'est très très riche dans les cités minières, et ça s'est effondré. Les questions environnementales sont majeures parce qu'on a été pressé comme des citrons par l'exploitation du charbon. Et donc on a d'emblée eu à agir en systémique, à prendre l'ensemble des problèmes. Et cette démarche qui a démarré en gros dans les années 95 s'est progressivement structurée jusqu'à ce qu'à force d'expérimentation à la fois dans le management de la commune mais sur les contenus concrets, ça nous a amené à devenir progressivement un démonstrateur national de conduite de changement vers le développement durable. Donc on est aujourd'hui souvent appelé ville pilote du développement durable. Alors comment on a procédé, comment on a démarré? En fait, comme tout ce qui nous constituait s'est arrêté, il peut y avoir soit une attitude fataliste et c'est foutu, il peut y avoir une tentation de reproduire le passé, ce que beaucoup de territoires en difficulté ont tendance, il faut réouvrir les mines, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit il faut se réinventer, rebondir ou périr, quoi. C'est un peu une formule qu'on a utilisée. Et on n'avait pas de projet. Comment faire un projet de territoire avec des acteurs pas habitués à la production collective? Donc en fait, tout est parti de la révision de notre plan d'occupation des sols, l'ancêtre du PLU, où en fait on a mis en délibération collective pendant 1 an l'avenir de notre commune. Parce que faire un PLU ou un plan d'occupation des sols, donc une planification, sans avoir une idée de ce qu'on voulait développer pour notre ville, de projet de ville, c'était évidemment aberrant. D'ailleurs, on était un peu parmi les initiateurs du PADD qui ensuite a trouvé sa place dans la loi. Et donc on a réuni toutes les parties prenantes de la commune, par quartier, les agriculteurs, les commerçants, les jeunes, pour ensemble construire un diagnostic partagé, qui faisait état de consensus sur un certain nombre de points, mais de dissensus aussi, il faut les reconnaître, les dissensus. De là, ça a permis de sortir un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, l'eau était absolument catastrophique. Alors, tout ce qui va permettre de récupérer les eaux pluviales, tout ce qui va permettre de retrouver un cycle normal de l'eau est prioritaire pour nous. Autre exemple, le charbon était gratuit, les maisons des mines fuitent partout, sous les fenêtres, sous les portes, la chaleur s'en allait, c'était gratuit. Et à partir du moment où ça disparaît, alors oui, la réhabilitation thermique, énergétique des logements va devenir stratégique. Et comme ça, on a multiplié un certain nombre d'expérimentations qui ensuite, alors dans les expérimentations, elles sont bien sûr à contenu thématique, là je viens d'en donner 2 exemples, mais aussi dans les procédés, dans les process pour ce faire. Et ce qui a permis à la population de monter progressivement en capacitation, fois on veut faire savant, on appelle ça l'empowerment, retrouver du pouvoir d'agir, avec donc une présence de la population de plus en plus importante. Et on est arrivé à un processus de coproduction de la ville à tous les niveaux. Les horaires de la halte garderie, l'usage des salles de sport, la réfection des chemins ruraux, etc. Et donc aujourd'hui, on est sur à la fois un acquis démocratique très important, puisque une de mes formules, c'est participation sans responsabilisation égale piège à con, c'est-à-dire que si vous demandez à des gens de se réunir pour dire ce qu'ils veulent, je veux une grosse voiture, je veux plus de sous. Alors que, et donc ça c'est extrêmement piégeant parce que ça accentue une posture de consommation d'action publique. Donc pour nous, tout a été mis en place dans des processus de responsabilisation. Par exemple, on a développé des projets 50-50, initiatives d'habitants, et on contractualise entre ce que vont faire les habitants, ce que va faire la ville. Bon, on n'a pas le temps là de développer, mais si ça vous intéresse, on pourra le faire. Et donc, on a une montée en puissance, je dirais, de la capacité d'entreprendre des habitants. Et d'ailleurs, on a plein de développements. On a doublé le nombre d'associations, par exemple, en 10 ans. Donc, on a beaucoup de développement, de nouvelles formes d'engagement. Et chacun de nos dossiers a bénéficié de cette implication habitante. Dernier exemple,
On est aujourd'hui avec un plan solaire dans lequel on a une captation de l'épargne locale, c'est les habitants qui sont au conseil d'administration. On a trop d'argent, c'est-à-dire que les Lossois ont adhéré même dans la façon de placer leur épargne, et on cherche actuellement des toitures solaires pour augmenter notre surface, et peut-être que demain on sera la première ville en France intégralement couverte de solaire, alors qu'on est au nord de la France. Et ça, c'est possible parce qu'on a des équipes sur la transition énergétique de très haut niveau. Je n'ai pas pensé à dire, mais on a beaucoup investi dans l'ingénierie de projet. On a 7 cadres A sur la ville de Los. Là où d'habitude, une commune comme Los, il y en a un, le DGS. Donc l'ingénierie, l'implication des habitants, ce qui fait que les projets sont appropriés. Et tout ça, ça fait comme une baguette magique qui fait que, quels que soient les registres, on a basculé le modèle agricole, on arrive à 40% de bio, par exemple, sur nos terres, alors qu'on était en agriculture intensive. Voilà. Donc c'est vraiment une affaire de méthode d'implication, d'oser changer les référentiels. Une autre formule, c'est une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc comment créer les conditions de la désobéissance? Eh bien pour ça, il faut de la confiance. Et d'où l'importance de l'implication habitante. Et finalement, c'est ce tout qui permet de complètement transcender nos limites, de travailler de façon transversale, plus efficace et plus appropriée par la population. La question classique en termes de participation, c'est comment éviter le syndrome TLM, toujours les mêmes. Bon, et effectivement, il y a 5%, 10% qui va être présent à tout. Bon. En fait, la question clé, c'est si moi je dis aux gens de venir s'intéresser à mes sujets, par exemple le dérèglement climatique dans les 20 années qui précédaient, j'y serai avec mes 2 copains monomaniaques du réchauffement climatique, on sera à 3 et on dira mais les gens sont cons, quoi. Quand même, c'est important, ils ne viennent pas. Non. Les gens viennent quand c'est à partir de leurs problèmes, de leurs enjeux, de leurs sujets. Par exemple, l'accessibilité à l'école, tout le monde veut y aller en voiture pour pas que les petits chéris se fassent écraser par les autres voitures sur la route, et donc tout le monde râle à l'arrivée à l'école parce qu'il y a des dangers, mais en même temps chacun est avec sa propre voiture. Bref, on est en dissonance complète. Si on commence à tirer avec les parents d'élèves les conditions d'accès à l'école, et que les gens commencent à dire, mais par exemple, moi, si j'ai des pistes cyclables ou des voiries en site propre où mes enfants sont protégés, alors oui, ils vont revenir à l'école à pied. Et à ce moment-là, le plan d'éco-mobilité, c'est-à-dire tram verte, circulation douce dans la ville, au lieu que ce soit le maire qui dise, venez, je vais vous expliquer qu'il faut un plan d'éco-mobilité, là, ça part d'un problème d'habitants dont on tire un plan d'éco-mobilité qui est pensé avec les habitants et qui va être utilisé. Et c'est vrai de tous les registres. Donc, moi, j'en suis arrivé au point que, par exemple, je suis ravi quand j'ai une pétition. Parce qu'une pétition qui, d'habitude, au début, ma secrétaire disait, monsieur le maire, encore une pétition qui est arrivée, elle était comme ça. Mais une pétition, c'est des gens qui arrivent à se mettre d'accord sur un bout de texte, qui osent taper à la porte de leurs voisins et qui font le début d'un collectif. Donc il y a le début d'une énergie citoyenne. Après, le sujet, c'est OK, venez. Moi, je prends les pétitions quand les gens sont identifiés, sinon c'est trop facile. Et là, on se met ensemble et on dit, bon, voilà, quel est le problème? Et à partir de cette énergie, qui au début est une énergie de réaction, peut s'enclencher un processus de construction. Donc tout est bon, c'est plein de petits ruisseaux qui progressivement transforment les habitants dans leur processus même, et à un moment donné, on peut aller chercher des questions plus globales et transversales. Si je devais résumer les 2 enjeux pour que des collectivités, des élus basculent, le premier, c'est qu'on a un ancien modèle de développement qui est mort, il bouge encore, mais il est mort, et tout le monde en a à peu près pris conscience. Mais la société est bloquée, on a du brouillard devant les yeux, parce que le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu. Donc on a un problème de changement d'imaginaire. On a un problème de nouveau référentiel de ce qu'on appelle le développement. Et on vient de le voir là avec le Covid. On voit bien que, par exemple, la question du lien entre les personnes est plus centrale que la taille de leur bagnole. Et donc, ça amène à changer les systèmes de valeurs et de projection. Premier enjeu. Admettons même que le nouveau modèle de développement soit apparu. Pour autant, on va se fracasser sur ce qu'on appelle la résistance au changement, par les inerties du système, par ceux qui ont des positions dominantes qui n'ont pas envie de le lâcher, par
par la peur de la page blanche et on préfère ne pas s'aventurer. Bon bref, il y a plein de raisons à ça. Donc ça veut dire qu'il va y avoir deux types d'actions, et c'est là où l'Académie des territoires, moi je la questionne plutôt, comment elle y répond? Un, sur les changements d'imaginaire, qu'est-ce qu'on a comme processus d'inspiration sur des choses différentes? Qu'est-ce qu'on a comme voyage apprenant? Comment on se fait déstabiliser dans ses certitudes? C'est difficile, hein? C'est vachement plus simple de penser qu'on a raison et que voilà. Donc accepter ce processus-là, ça c'est un premier challenge qui va faire appel à des sciences psychologiques, à des sciences sociologiques, etc. Quant à la conduite de changement, alors là, la lutte contre la conduite du changement, elle passe par toute une série de processus. Par exemple, ce qu'on développe avec la Fabrique des transitions que j'ai créée il y a quelque temps maintenant, c'est le travail de pair à pair. Et le travail de pair à pair est extrêmement précieux en conduite de changement. Si moi je suis directeur des services techniques et que vous êtes maire, et que je vous explique que ce qu'il faut faire, ça ne va jamais marcher. Et réciproquement, un maire qui dit à un DST, quand je reçois des équipes ici, à un moment donné, les directeurs des services techniques des autres villes, ils se mettent dans un coin et puis disent, oui, bon, en gros, les élus, là, ils discutent, mais toi, comment tu fais au cimetière pour le désherbage? Ah ben moi, je fais comme ça, etc. Ça, c'est très puissant en conduite de changement. Et puis, bon, bien sûr, après, il y a tous les processus de porter à connaissance des méthodes. Bon, voilà, il y a, donc, ces deux questions-là font que, de mon point de vue, on n'est pas dans des formations académiques. Ce n'est pas, je vais vous expliquer A plus B plus C égale D. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en tout cas, il me semble que sur ces registres-là, on a plein de formations. Ce qu'on n'a pas, c'est les endroits où, justement, on décloisonne et où on change cette posture qui va plutôt relever des savoir-être nouveaux, de changement de posture, plutôt que d'apprentissage scientifique.